Et c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir de retrouver en duplex Alexandre Tavazzi. Bonjour Alexandre Tavazzi. Bonjour. Bienvenue donc dans Smart Bourse. Vous êtes responsable CIO Office et recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Un mot peut-être de cette prise de parole que nous avons tous pu suivre hier, où les 4 banquiers centraux étaient réunis à Sintra pour rappeler les objectifs effectivement fixés par les banques centrales, mais surtout détailler leur stratégie. On a l'impression que le discours est de dire, pour l'instant, notre mission n'est pas terminée, nous continuerons à envisager un environnement de taux élevés à l'heure actuelle, Alexandre Tavazzi. Oui, c'est en fait une confirmation. Si vous regardez tous les chiffres macroéconomiques que nous avons, la chose qui frappe, et peut-être partant des États-Unis, c'est la résilience de l'économie. Donc, de façon évidente, pour l'instant, on n'y est pas. Les chiffres d'inflation américains et surtout l'économie ne ralentit pas suffisamment. Et puis même du côté européen, l'inflation, vous l'avez mentionné tout à l'heure, notamment l'inflation qui vient de l'Allemagne, reste à un niveau trop élevé par rapport à ce que la BCE aimerait vouloir achever. Et du côté de la Banque d'Angleterre, c'est peut-être là que les problèmes sont les plus importants, puisque l'inflation encore en Grande-Bretagne est au-delà des 7%, 7,1%. Donc là également, il y aura plus de travail à faire. Peut-être que le seul pays où finalement l'effort sera inverse, ce sera le Japon, comme indiqué par le gouverneur de la Banque centrale japonaise, où là, il cherche plutôt à ramener l'inflation à un niveau de 2% et à le maintenir à ce niveau de 2%. Mais sur les 3 autres grandes banques centrales de la planète, effectivement, le travail n'est probablement pas encore fini. Avec des hausses de taux, que ce soit pour la Fed ou pour la BCE, déjà plus ou moins actées, à en croire les discours des banquiers centraux pour les prochaines réunions en juillet. Oui, absolument. Je crois que Jay Powell a clairement mentionné que 25 points de base étaient dans les cartes. Il a même mentionné que le Conseil de la Réserve fédérale voyait encore 2 hausses de taux d'intérêt. Donc son discours était totalement consistant avec les dernières annonces. Et du côté européen également, puisque Mme Lagarde a également plus ou moins acté le fait que nous devrions encore avoir 25 points de base lors de la prochaine réunion. Et donc ça remet un peu de pression sur les marchés financiers. On l'a vu depuis deux semaines, puisque les marchés doivent se réajuster maintenant à cette probable future hausse des taux d'intérêt décidée par les banquiers centraux. Mais alors, comment interpréter, comment comprendre justement ces discours, puisqu'on sait qu'il y a aussi une part de communication dans ces discours pour faire accepter au marché l'idée d'un environnement de taux élevé tant que l'inflation ne sera pas revenue sur son objectif cible de 2%. On sent que le marché a du mal à croire finalement à ces prises de parole, mais semaine après semaine, globalement, le discours reste le même. Est-ce que ça a un impact significatif aujourd'hui sur les prévisions des marchés ? Alors, on l'a vu sur la partie courbe des taux d'intérêt, puisque finalement, si l'on regarde sur 2-3 semaines, toutes les parties courbes des taux d'intérêt, que ce soit sur des taux d'intérêt en dollars, que ce soit en euros, que ce soit également en livres sterling, la partie courte est remontée. Donc, effectivement, les marchés prennent en compte ces décisions-là et les taux d'intérêt jusqu'à 3 ans sont remontés maintenant depuis 2 semaines. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on l'a vu aux États-Unis, tout le rebond que l'on avait commencé à voir qui s'était enclenché il y a quelques semaines sur notamment les petites capitalisations, l'indice Russell 2000, ceci s'est simplement stoppé, puisque c'est un segment du marché qui est beaucoup plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Ce sont des entreprises qui sont plus endettées que les grandes entreprises de la cote. Et le fait que cette partie-là du marché soit stoppée et recommence à sous-performer indique clairement que les marchés sont en train de prendre en compte ces resserrements futurs des banquiers centraux. Avec un contexte aux États-Unis, par exemple, d'indicateurs économiques qui montrent une certaine résilience de l'économie américaine, un scénario récessif qui s'éloigne, en tout cas dans le temps. On voit, par exemple, ces ventes de logements neufs qui se maintiennent, qui rebondissent aux États-Unis, un marché résidentiel qui résiste. Est-ce que ça milite là aussi pour une intervention plus conséquente de la Fed à venir sur les prochains mois ? Alors probablement, et c'est un peu le paradoxe du marché américain, vous avez mentionné tout à l'heure les stress tests des banques qui montrent bien que le secteur financier est en bonne situation, en tout cas pour les grandes capitalisations du marché américain. Et sur le marché résidentiel, ce que l'on voit simplement, c'est l'apprentissage suite au cycle précédent, où aujourd'hui, plus de 90% du marché est détenu avec des taux hypothécaires à taux fixe, donc la hausse des taux d'intérêt n'impacte pas les détenteurs aujourd'hui de maisons. Mais surtout, il y a peu de mobilité
aujourd'hui sur le marché du travail. 40 à 50% du marché est détenu par la génération des baby boomers qui sont plutôt à la fin de leur carrière. Donc ce sont des gens qui n'ont pas besoin de vendre et de refinancer et ensuite éventuellement se déplacer géographiquement aux États-Unis. Ce qui fait que le paradoxe, c'est qu'après 2 ou 3 ans de sous-construction, on a peu d'objets nouveaux qui viennent sur le marché parce qu'on a peu de propriétaires qui décident de vendre aujourd'hui. Et c'est ce qui explique effectivement que les prix des maisons se soient stabilisés et dans certains États commencent à monter. Donc il faudra certainement un peu plus d'appui de la part des banquiers centraux pour atteindre leurs objectifs en termes de ralentissement économique et ensuite d'inflation. Mais on peut légitimement se poser la question de l'efficacité d'un outil de hausse de taux si on voit effectivement que ça ne produit pas les effets escomptés sur le marché de l'immobilier ou sur le marché du travail aujourd'hui, Alexandre Tavadi. Oui, en fait, c'était une des grandes questions qui a été posée hier à l'ensemble des banquiers centraux, qui est ces fameux lags, c'est-à-dire le temps, le délai nécessaire pour que la hausse des taux d'intérêt ait réellement un effet sur la conjoncture. En fait, ce que l'on mesure aujourd'hui, c'est la résilience de l'économie, mais surtout, et le point le plus important, c'est les calendriers de refinancement des entreprises qui sont endettées. Et c'est vrai que lorsque nous regardons le calendrier des entreprises qui devraient revenir sur le marché, se refinancer et donc à quelque part subir l'effet négatif de la hausse des taux d'intérêt, il y a relativement peu de refinancement sur 2023. La grosse année sera plutôt 2024. Donc c'est un effet effectivement de délai, mais l'impact aura lieu. On a quand même 5 points de pourcentage de hausse des taux d'intérêt. Ça va avoir un effet sur la conjoncture, mais ça prend probablement plus de temps que dans les cycles précédents pour les raisons que nous avons évoquées précédemment. Un mot peut-être sur vos scénarios économiques en zone euro. Alors effectivement, lorsqu'on a suivi cette prise de parole hier, la question a été posée à un moment de savoir si on pouvait éventuellement revoir à la hausse un objectif cible de 2% dans un cas où l'inflation resterait persistante, décélérerait mais resterait persistante aux alentours, je ne sais pas moi, de 3 ou 2,5. La réponse a été claire. Pour l'instant, ça n'est pas dans le mandat d'une banque centrale et notamment de la BCE. Mais alors quel est votre scénario économique face à ce qu'on a pu entendre hier ou face aux indicateurs que l'on a en zone euro? On peut décomposer l'année 2023 en 2 moitiés. La première moitié que nous finissons maintenant était probablement une moitié avec plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Pour un élément essentiel, c'était l'hiver qui était plus chaud en termes de température et donc un choc énergétique était moins important que prévu. Mais tel que l'a mentionné Mme Lagarde hier, le resserrement monétaire a lieu et la transition monétaire se fait à l'intérieur de la zone euro, puisqu'on assiste à un resserrement des conditions monétaires pour les personnes ou les entreprises qui aimeraient s'endetter aujourd'hui. C'est dû simplement au secteur bancaire. Et la demande de crédit est en train de baisser relativement rapidement, essentiellement d'ailleurs du côté des hypothèques. Donc la deuxième moitié de l'année sera moins bonne en termes de surprise économique par rapport à la première moitié. Nous nous attendons à une économie qui sera proche des zéros en termes de pourcentage, ce qui va nous laisser un total de 2023 avec une croissance positive, mais une deuxième moitié nettement moins bonne que ce que nous avons vécu sur la première moitié de l'année. Un début de scénario récessif qui commencerait en 2022 et qui se poursuivrait en 2023 ou on ne peut pas aller jusque-là encore dans les prévisions ? Non, c'est encore trop tôt d'aller jusque-là dans les prévisions. Encore une fois, le début de l'année était excellent. Madame Lagarde l'a mentionné également, on a un niveau de stockage énergétique en Europe qui est très élevé, à peu près 80%, devrait atteindre 95% à la fin de l'année. Donc ceci, c'est acté, c'est un élément qui est positif. Le reste va dépendre simplement de la conjoncture mondiale, sachant que les bénéfices des entreprises européennes sont fortement liés à ce qui se passe en dehors de la zone euro, au travers de grandes sociétés exportatrices. Donc on dépendra également d'autres géographies pour savoir si l'économie européenne se comportera bien. Un mot sur l'inflation en zone euro. On se souvient, alors si on prend un exemple proche de la zone euro au Royaume-Uni, de cette surprise d'une partie du marché de voir une hausse de taux de 50 points de base pratiquée la semaine dernière par la Bank of England alors que le marché en attendait 25 points de base, qui intervenait le lendemain effectivement d'une surprise du côté de l'inflation également au Royaume-Uni. On attend l'inflation en Allemagne aujourd'hui, des chiffres d'inflation en France et en zone euro demain. Est-ce qu'une mauvaise surprise de ce point de vue-là pourrait remettre en cause des scénarios économiques ou des scénarios monétaires ? Peut-être pas sur le headline, vous l'avez mentionné, soit en Espagne, soit les indicateurs régionaux de l'inflation allemande qui sont sortis ce matin confirment qu'effectivement l'inflation headline est en train de baisser. Mais pour les banquiers centraux, la clé c'est l'inflation corps. Et pour l'instant en tout cas, ce que l'on voit c'est que l'inflation corps reste hors de contrôle, en tout cas n'est pas suffisamment bas pour les banquiers centraux. L'élément essentiel, ce sera évidemment pour l'inflation corps, c'est le secteur des services. Les récentes
indicateurs sur le secteur des services pointent plutôt sur un ralentissement. On l'a vu il y a une semaine, ce qui devrait en tout cas rassurer les banques centrales, notamment la BCE, sur la direction de l'inflation. Mais encore une fois, le jeu, c'est un jeu entre la direction et la rapidité avec laquelle nous arrivons aux objectifs cibles. Pour l'instant, la direction est la bonne, mais il faudra attendre probablement un peu plus de temps pour arriver à l'objectif qui a été mentionné par Mme Lagarde. Un mot encore, Alexandre Tavadzi, alors d'une autre région du monde, de cette économie chinoise dont on suit de près la réouverture. Alors c'est vrai que les analystes occidentaux, les grandes banques occidentales avaient peut-être des attentes un peu plus élevées que ce qu'on constate aujourd'hui sur la rapidité, sur la dynamique de réouverture de cette économie. On a des prises de parole quand même du gouvernement qui annoncent d'autres mesures de soutien à venir avec un objectif de croissance de 5% qui, lui, ne bouge pas. Est-ce que ça correspond à vos scénarios chez Pictet Wealth Management ? Oui, nous avons un objectif cible en termes de croissance de l'économie chinoise à 5,5%. Et nous nous attendons à ce que les mois qui viennent confirment cette amélioration. En fait, nous sommes en face d'un problème de confiance des consommateurs et des entreprises. Puisque finalement, le secteur de l'immobilier, qui reste un secteur très important, ça reste toujours un tiers de l'économie chinoise, est à peine stabilisé, ne revient pas à un certain niveau de croissance, et 60% de l'épargne des ménages se situe dans le secteur immobilier, puisque l'habitude de passablement de ménages, c'est d'acheter plusieurs appartements qui vont leur servir, si on veut, de fonds de pension. Donc aussi longtemps que le secteur immobilier ne se remet pas sur pied, n'est pas restimulé, n'est pas supporté, se posera la question de la confiance des consommateurs, et donc les dépenses des ménages aujourd'hui sont plus basses que ce que nous pouvions imaginer en début d'année. Et surtout du côté des entrepreneurs, il n'y a pas de volonté aujourd'hui de s'endetter plus, de remettre en place éventuellement des plans d'investissement, quel que soit le niveau des taux d'intérêt. Donc les mesures qui devraient être mises en place, si on veut qu'elles soient efficaces, sont des mesures de dépenses de l'État central, sont des mesures d'ordre fiscal pour ramener cette confiance et stabiliser ce secteur immobilier. Faut-il s'attendre à un soutien massif du gouvernement ou sporadique comme on le constate depuis plusieurs semaines maintenant ? Non, le problème du gouvernement, c'est un problème de gouvernement local en opposition au gouvernement central. Les gouvernements locaux en Chine, qui ont été ceux qui ont financé tout l'aspect de testing et de contrôle, notamment lié à la pandémie Covid, ces gouvernements-là ont des vrais problèmes financiers aujourd'hui, donc eux ne sont plus en mesure de mettre en place des plans d'investissement. Donc il faut que les prochaines mesures de support à l'économie soient décidées par le gouvernement central, qui n'a pas de problème aujourd'hui d'endettement, donc qui a cette capacité de mettre en place quelque chose qui soit substantiel. Si l'on veut effectivement relancer cette économie chinoise de façon durable, il faut que ce soit quelque chose d'important, de durable dans le temps, probablement donc des efforts fiscaux ou des efforts d'investissement. Autrement, on va se retrouver avec ce que nous avons déjà, c'est-à-dire une économie qui ne performe pas de façon suffisante et où tous les efforts qui sont faits aujourd'hui ne conduisent pas vraiment à la reprise économique qui est celle qui est attendue par le gouvernement central. Merci beaucoup Alexandre Tavadzi de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable CIO Office et recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.